Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents avec nous en synchro, en live pour cette présentation, mais aussi, on l'estime, en rediffusion pour en apprendre davantage sur la géomatique. Alors, je me représente au cas où qu'on n'ait pas eu la chance de s'attraper virtuellement. Félix-Antoine, c'est moi qui est votre animateur au cours de ces 10 jours de Hack QC, Hack Québec. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de Charles de Grandpré qui va nous parler davantage de la cartographie sur le web et de la géomatique. Avant qu'on se lance dans la présentation de Charles, quelques rappels d'usage. Attention, cette conférence est enregistrée. Alors, si vous ne désirez pas apparaître dans l'enregistrement, nous vous recommandons de procéder à l'écoute de la rediffusion de cette dernière. Et il serait important, s'il vous plaît, de bien vouloir éteindre vos micros afin de faciliter la conférence et son enregistrement. Je remercie également à la volée nos partenaires, le partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, ainsi que nos partenaires Teraoctet et Gigaoctet, donc la ville de Sherbrooke, la ville de Laval, la ville de Gatineau, ainsi que la ville de Repentigny, et les partenaires Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi que le réseau municipal en technologie de l'information, le RMTI. Et on salue Calcul Québec, qui nous ont fait une présentation plus tôt cette semaine, ainsi que la ville de Shawinigan et le DigiHub Shawinigan, qui seront les hôtes de la finale. D'ailleurs, je vous repartage le calendrier de l'événement. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le petit carré rose, lundi 10 mars, rassemblement aujourd'hui à 17h portant sur la géomatique. Et tout juste en bas, une semaine plus tard, donc ce dimanche 17 mars, la grande finale qui aura lieu, comme je disais, dimanche 17 mars au DigiHub Shawinigan. Il est temps de s'inscrire sur Eventbrite. Les informations vous sont partagées sur Discord. Le cœur du sujet aujourd'hui, c'est pourquoi vous êtes connectés, dis-je bien, c'est pour ce rassemblement, atelier sur la géomatique, qui nous est présenté par Charles de Grandpré de l'agence Coda. Je termine donc mon partage d'écran. Je vous invite à cliquer sur le petit encadré avec la présentation de Charles pour l'avoir en plein écran. Et sur ce, Charles, je me tais et à toi la parole. Merci d'être là. Merci bien, Félix. Donc, bienvenue à tous à cette présentation sur la cartographie sur le web. Comment utiliser une pile technologique libre et moderne. Donc, je m'appelle Charles de Grandpré, je travaille pour Agence Coda. Nous sommes une entreprise spécialisée dans le domaine de la cartographie web et du développement applicatif en géomatique. Donc, nous travaillons avec nos clients à faciliter les processus d'acquisition et de diffusion de l'information géographique afin d'orienter et d'améliorer leur processus de décision. Donc, moi-même, Charles de Grandpré, je suis titulaire d'un baccalauréat en géographie de l'Université Laval et d'une maîtrise en gestion de l'environnement de l'Université de Sherbrooke. Mais je travaille comme géomaticien et programmeur analyste depuis maintenant 15 ans. Donc, aujourd'hui, le plan de la formation, on va faire un petit récapitulatif là, sur les concepts fondamentaux de la géomatique. Nous allons également parler d'architecture, de l'architecture en fait d'un SIG-Web, donc d'un système d'information géographique sur le web. Nous allons parler des protocoles de transfert de données spatiales et des standards. Nous allons parler du système de gestion de base de données à référence spatiale PostgreSQL PostGIS, du serveur de tuiles Martin, donc qui permet de générer des tuiles vectorielles et matricielles. On va le voir tout à l'heure, qu'est-ce que tout ça signifie. Et finalement, on va parler de l'API de cartographie web MapLibre GLJS. Donc, tout ça mis ensemble vont constituer notre pile technologique de système d'information géographique sur le web. Donc, quelques concepts fondamentaux de la géomatique. En fait, pour commencer, la géomatique, c'est quoi? Bien, en fait, la géomatique, c'est la science qui s'intéresse à l'acquisition, le stockage, le traitement et la diffusion de l'information spatiale. Donc, en fait, c'est pas très loin de ce qu'est l'informatique. Donc, ça s'intéresse en fait à l'acquisition, le stockage, le traitement et la diffusion de l'information. Mais dans ce cas-ci, on rajoute la composante géographique et spatiale. Donc, en fait, l'information spatiale, c'est quoi? En fait, c'est tous les types d'informations
Donc, que ce soit des textes, des nombres, des dates, images, vidéos, etc., qui comprennent des coordonnées X, Y, Z, M, permettant de localiser l'information dans un système de référence spatiale. Donc, en fait, maintenant, le mot qui nous intéresse, c'est système de référence spatiale. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système de référence spatiale? En fait, c'est un système qui, grâce à un quadrillage systématique de la Terre ou d'une autre planète, donc on a également des systèmes de référence spatiale, par exemple pour la Lune ou Mars, OK? Donc, permet d'attribuer un identifiant unique à une localisation. OK? Donc, en fait, cet identifiant unique-là, c'est littéralement là, ce qu'on va appeler les coordonnées géographiques. OK? Donc, grâce à notre couplet de coordonnées géographiques, ben, on est capable de retrouver une localisation sur la Terre. Ce qui est important de comprendre, en fait, c'est l'aspect unique. Hein. Une coordonnée géographique ne peut pas être associée à plusieurs lieux. Une coordonnée géographique va toujours être associée à un seul endroit sur la Terre. OK? Donc, un SRS ou un système de référence spatiale est habituellement constitué d'un ellipsoïde de référence, d'un système de coordonnées et, selon le cas, d'une projection cartographique. Donc, c'est quoi un ellipsoïde de référence? Donc, en fait, spoiler alert, la Terre n'est pas ronde. OK? En fait, la Terre prend la forme de ce qu'on appelle un géoïde. Donc, c'est une forme irrégulière, en fait. Donc, vu que la Terre n'est pas ronde, on se doit de recourir à des modèles mathématiques simplifiés pour pouvoir positionner les éléments. Ces modèles sont appelés des ellipsoïdes de référence et vont prendre la forme d'une sphère légèrement aplatie. Donc, grosso modo, un ellipsoïde, ben, c'est la déclinaison en 3 dimensions de ce que serait une ellipse en 2D. OK? Donc, l'ellipsoïde de référence que vous allez le plus souvent rencontrer, c'est le GRS 80, qui va être utilisé entre autres dans les systèmes tels que WGS 84 et World Mercator WGS 84, dont on va parler un petit peu plus tard. Donc, les systèmes de coordonnées géographiques, mais en fait, une fois qu'on a notre ellipsoïde de référence, ce qu'on vise à faire, c'est qu'en fait, on va vouloir prendre cette forme-là et générer un quadrillage sur cette forme-là. Donc, le système de coordonnées géographiques va comprendre minimalement une latitude Y et une longitude X. La latitude va se définir par l'angle formé par la ligne reliant le centre de la Terre à un point à la surface du globe par rapport à l'équateur. Donc, comme on peut le voir ici, donc, on a notre équateur ici et notre latitude va prendre la forme de l'angle formé avec le centre de la Terre. Donc, la longitude, elle, va référer à l'angle formé par la ligne reliant le centre de la Terre à un point à la surface du globe par rapport à un méridien d'origine. Donc, le méridien d'origine, par défaut, on va souvent penser que c'est Greenwich, mais dépendamment du système de référence spatiale dans lequel on se retrouve, le méridien d'origine peut changer de place. Maintenant, les projections cartographiques. Donc, en fait, dans plusieurs des cas, lorsqu'on va observer de l'information spatiale, on va le faire sur notre écran d'ordinateur. Notre écran d'ordinateur, en fait, ben, je vous apprends rien en vous disant que ce n'est pas un ellipse. En fait, c'est une surface plane. Donc, afin de représenter la Terre qui, elle, est en 3 dimensions, okay, sous la forme d'un ellipsoïdal, dans un plan 2D, donc la carte ou notre écran, nous devons procéder à une projection cartographique. Okay? Donc, grosso modo, c'est comme si on essayait de déplier cette forme-là en 3 dimensions
et de venir la positionner en 2D sur notre écran. Lorsqu'on fait une projection cartographique, on engendre des déformations qui peuvent parfois être problématiques. Donc, afin de pallier à ces déformations, il existe une panoplie de projections qui possèdent leurs avantages et leurs inconvénients. OK? Donc, une fois qu'on a notre ellipsoïde, notre système de coordonnées et notre projection, ben, on va obtenir, dans le fond, notre système à référence spatiale. OK? Et comme dans le passé, on a fait plusieurs itérations pour obtenir un ellipsoïde qui est le plus précis possible et qu'on a fait et qu'on peut avoir, dans le fond, des systèmes de coordonnées qui sont différents en fonction des zones où est-ce qu'on se retrouve sur la planète et qu'on a des systèmes de projection qui sont multiples pour réduire les différentes déformations, ben, on va se retrouver avec une panoplie de systèmes de référence spatiale. OK? Donc, afin de se retrouver dans ces systèmes de référence spatiale-là, on a développé en fait un système d'identifiants uniques. Charles, si tu me permets de t'interrompre, excuse-moi. À tous les participants qui se sont joints à nous, alors s'il vous plaît, vouloir bien mettre votre micro sur mute, éteindre vos micros s'il vous plaît pour éviter qu'on ait besoin d'intervenir à nouveau et qu'on vous entende dans la présentation. Désolé Charles, merci. Pas de problème. Donc, comme je vous disais, étant donné qu'il y a plusieurs systèmes de référence spatiale, on a créé, dans le fond, des identifiants uniques qui nous permettent de nous retrouver dans ces différents systèmes de référence-là. Donc, c'est ce qu'on va appeler les SRID ou les cas de PSG. Donc, en fait, ces SRID-là ou ces cas de PSG-là vont être excessivement utiles lorsqu'on va rentrer dans les systèmes de bases de données à référence spatiale. OK? Donc, lorsqu'on va venir stocker notre information géographique dans la base de données, ben, on va avoir besoin de savoir dans quel SRID on se retrouve. À proprement parler, bon, c'est bien d'avoir une certaine compréhension là, des différents systèmes à référence spatiale. Par contre, lorsqu'on travaille sur le web, je vous dirais que les standards sont principalement, en fait, on va utiliser principalement deux types de systèmes à référence spatiale. Donc, on va principalement utiliser 4326, qui est WGS 84, et 3857, qui est World Mercator WGS 84. OK? Par contre, si vous avez de la donnée, par exemple, vous allez sur le site de Données Québec et vous voulez télécharger de la donnée, mais il se peut que votre donnée soit dans d'autres systèmes de référence spatiale. Donc, dans ce cas-là, si on désire l'afficher, par exemple, sur une cartographie web, il va falloir procéder à une reprojection, par exemple, de l'information géographique afin qu'elle soit consommable, par exemple, par l'API web sur lequel vous voulez présenter votre carte. D'accord? Donc, comme je vous dis ici, comment s'y retrouver? Ben, de manière générale, les API de cartographie web utilisent deux systèmes de référence, WGS 84 et Web Mercator, donc 3857. Donc, néanmoins, comme je vous disais, les données que vous allez manipuler pourraient être dans une multitude de systèmes de référence. Il est donc primordial de bien comprendre comment les transformer et ce qui implique des transformations en termes de précision. Donc, en effet, tous les systèmes de référence spatiale n'ont pas tous la même précision. Donc, évidemment, si on travaille avec des données d'ordre centimétrique, il peut y avoir des enjeux liés à la reconversion des systèmes de référence spatiale. Donc, maintenant, on va rentrer dans les types de données. OK?
Donc, de manière générale, en fait, en géomatique, on va différencier deux types de données, les données dites vectorielles et les données dites matricielles. OK? Donc, lorsqu'on parle des données vectorielles, on parle de données qui sont constituées d'une série de points géographiques, minimalement un couple de coordonnées formé d'un X et d'un Y, qu'on va également appeler des vertex. OK? Et qui vont être dans un système de référence donné, donc nos fameux SRID. Selon une valeur descriptive, ces points peuvent prendre la forme en fait de points, donc à 0 dimension, de lignes à 1 dimension, la longueur, ou de polygones en 2 dimensions qui nous permettent d'avoir la longueur, la largeur et la superficie de notre élément. Éventuellement, on peut avoir des éléments également là, qui vont prendre des élévations, comme par exemple des polygones Z, donc qui vont permettre par exemple de calculer des volumes. Mais pour les fins là, de la présentation aujourd'hui, on va se contenter du 2D, puisque le 3D apporte quand même une complexité supplémentaire à la géomatique. Les géométries ainsi formées sont associées à une table attributaire qui stocke les propriétés descriptives de l'entité spatiale. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Ben, grosso modo, je vais avoir, par exemple, une ligne, un point ou un polygone, et cette ligne, point ou polygone-là va être associée à une ligne dans laquelle je vais avoir les attributs de mon point, ma ligne ou mon polygone. Donc, une ligne, en fait, dans la table attributaire. Et donc, par exemple, je pourrais avoir un point sur lequel je vais avoir de la donnée descriptive qui va me dire que mais ce point-là correspond à un poteau, par exemple, de téléphone sur lequel je vais retrouver les équipements X, Y, Z, etc. Donc, je vais avoir l'information attributaire qui caractérise ce point précis. Ensuite de ça, on a les données matricielles. Donc, ce sont les données qui sont organisées selon une grille cellulaire, aussi appelée matrice, qui va être constituée de rangées et de colonnes. Donc, chaque cellule de la matrice, ou ce qu'on appellerait un pixel, est référencée par une paire de coordonnées XY. Donc, on retrouve nos XY pour chacun des centroïdes là, de nos pixels. Donc, dans la mémoire de l'ordinateur et par un identificateur auquel sont assignés d'autres attributs. OK, donc, grosso modo, les données matricielles, ben, ça va être nos images, OK, géoréférencées. Donc, une image conventionnelle a une liste de coordonnées, mais dans le fond, on peut prendre cette image-là et lui attribuer des coordonnées spatiales et on vient de créer une donnée géomatique, donc une donnée géospatiale. Les matrices peuvent stocker différents types de données, donc que ce soit des codes RGB, par exemple, pour de l'imagerie aérienne ou de l'imagerie satellitaire, mais elles peuvent également stocker des élévations. Donc là, on va parler d'un modèle numérique d'élévation. Les matrices peuvent stocker en fait une panoplie de données, que ce soit par exemple des vitesses de vent, des niveaux de contamination, des niveaux de pureté de minerais. Donc, vraiment une panoplie d'informations qui peuvent être stockées dans les données matricielles. Donc, ça, c'était le petit récapitulatif sur l'information géographique et l'information spatiale. Maintenant, on va s'attaquer à l'architecture de notre système d'information géographique sur le web. Donc, un site web va habituellement se découper en 4 composantes. Donc, première étape, la première composante, c'est notre serveur de base de données à référence spatiale. Donc, grosso modo, c'est là qu'on va aller stocker notre information géographique. OK? Donc, encore une fois, c'est de l'information très conventionnelle, donc des textes, des nombres
des images, etc., mais qui vont être associées à des données géographiques, donc des données spatiales. Et là, on va avoir dans une base de données à référence spatiale ce qu'on appelle des spatial data types, okay? Donc des types de données spatiales. Et en fait, ces spatial data types-là vont prendre la forme de géométrie, polygones, points, lignes, etc. OK? Mais en fait, une fois qu'on a ces spatial data types-là, ce qui va devenir intéressant, c'est qu'on peut utiliser ces types de données-là pour aller évaluer les relations spatiales entre nos différents spatial data types. Donc, par exemple, si j'ai des polygones, ben, je pourrais venir vérifier est-ce que mes polygones se superposent, par exemple, dans mon système de référence spatiale. Okay? Donc, on est capable d'évaluer des relations spatiales à partir de là. Ensuite de ça, on va avoir un serveur cartographique. Donc, pourquoi un serveur cartographique? Pourquoi on ne pourrait pas juste prendre la donnée qui se situe dans ma base de données? Ben, si vous avez déjà travaillé avec des jeux de données spatiales, vous savez que ça peut rapidement devenir assez lourd. Donc, pour faciliter la transmission sur le web, on va utiliser en fait un système de tuiles et un système de niveau de zoom qui vont donc nous permettre de fournir à notre carte uniquement l'information nécessaire pour afficher la carte sans venir surcharger la carte puis sans venir en fait, sans transmettre trop d'informations. Okay? Ensuite de ça, ben, on va avoir besoin d'un serveur web, évidemment, là, donc qui va venir agir par-dessus notre serveur cartographique et qui va également nous permettre de servir l'interface client. Donc, la cartographie web à proprement parler. Donc, l'interface client qui va souvent être constituée à partir d'une API, cartographique web en JavaScript. Mais également, on pourrait venir utiliser notre serveur cartographique sur des systèmes desktop. Donc, aller utiliser notre information en provenance du serveur cartographique dans un système d'information géographique desktop, comme par exemple QGIS ou ArcGIS, ou si vous avez déjà entendu parler là, de d'autres systèmes d'information géographique desktop, ben, ils peuvent consommer la donnée à partir de mon serveur cartographique. Donc, globalement, lorsqu'on parle d'une architecture d'un site web, donc base de données à référence spatiale, qui va être consommée par le serveur cartographique, va passer par notre serveur web et va en fait fournir l'information à l'interface cartographique web qui, elle, est dans le browser de notre end user. Également, en fait, là, on va avoir l'application serveur, donc qui va venir par exemple gérer les credentials, les possibilités de connexion, donc tout ce qui est le business intelligence, en fait, va passer par notre application serveur. Donc, ici, je vous donne un exemple rapide de ce que pourrait être un stack technologique pour une architecture d'un site web. Donc, on va parler de PostGIS et PostgreSQL comme base de données à référence spatiale. De Martin ici, qui est un serveur de tuiles lightweight qui nous permet de servir des tuiles vectorielles et matricielles également. De Django comme langage, comme framework backend, par exemple, pour gérer tout ce qui est business intelligence. D'Nginx comme serveur. Et en front-end, on pourrait utiliser, par exemple, un framework comme Vue.js ou React, Angular, etc. Et l'API de cartographie MapLibre, et dont on va parler un petit peu plus tard, plus en détail. OK, maintenant, on va parler des protocoles de transfert de données spatiales et des standards.
Donc, si vous avez un petit peu travaillé là, avec les données de Données Québec, vous avez probablement vu qu'il y avait plusieurs éléments là, qui pouvaient être téléchargés sous la forme, par exemple, de shapefile, KML, GeoJSON. Vous avez probablement également vu les GeoPackages, donc les Personal Geodatabase ou les Esri Geodatabase. Donc, ce sont tous des standards de données géospatiales qui peuvent être consommés dans les systèmes d'information géographique desktop. Donc, par exemple, là, si vous voulez ouvrir un GeoPackage, mais vous pouvez utiliser localement QGIS, par exemple, qui est un système d'information géographique desktop, qui va vous permettre d'ouvrir votre donnée, de la lire, mais également, et on va le voir un petit peu plus tard, la transférer, par exemple, vers votre système de gestion de base de données à référence spatiale. Okay? Donc, dans le web, ce qu'on va beaucoup voir, c'est entre autres le GeoJSON et le Protobuf. Donc, ce sont des formats qui vont nous être transmis par soit les API géographiques. Donc, souvent, les REST API géographiques vont nous transférer du GeoJSON et les serveurs de tuiles vectorielles, par exemple, vont nous transférer du Protobuf, qui peuvent être interprétés là, par les API de cartographie web en front-end. Également, pour ce qui est des données matricielles, ben, on va utiliser en fait des éléments qui vont ressembler beaucoup à ce qui est utilisé là, pour les images traditionnelles, donc des PNG ou des TIFF, donc, mais qui vont avoir une extension et un système de coordonnées spatiales, donc qu'on va pouvoir venir ajouter à notre carte. OK? Donc, si vous avez parcouru un petit peu le site de Données Québec, vous avez probablement vu qu'on vous proposait des données sous le format, par exemple, de WMS ou de WMTS, WFS. Donc, ce sont des protocoles qui permettent là, en fait, d'aller chercher de l'information vectorielle ou matricielle, tout simplement en utilisant en fait, les mots-clés HTTP. Donc, par exemple, pour aller chercher de la donnée, je vais pouvoir faire un GET. Je vais pouvoir aller chercher donc un type de données en format matriciel ou en format vectoriel. Donc, le WMS, par exemple, va vous transférer de l'information en format matriciel, donc sous la forme de PNG, par exemple. Et le WFS, par exemple, va vous le transmettre en format vectoriel. Puis, vous avez d'autres éléments ici là, que vous pouvez voir, en fait, là, comme les web coverage, les web processing, là, qui vont vous permettre, entre autres, de envoyer de l'information pour, par exemple, recevoir dans le fond, vous allez envoyer de l'information. Vous allez vouloir récupérer, en fait, un résultat d'un processing spatial sur le serveur. Donc, plutôt que de juste vous renvoyer l'information, il va vous renvoyer l'information d'un processing spatial. OK? Donc, on va parler de notre système de gestion de base de données à référence spatiale PostgreSQL PostGIS. Donc, qu'est-ce qu'une base de données à référence spatiale? Et en fait, c'est une base de données qui a été optimisée pour traiter des objets à référence spatiale. OK. Ça ne nous dit pas plus vraiment grand-chose, mais grosso modo, c'est une base de données qu'on dit objet relationnel qui supporte les types de données spatiales, donc ce que je vous disais tout à l'heure, les Spatial Data Type, et qui permet la manipulation de ces objets. Okay? Donc, lorsqu'on est à l'intérieur d'une base de données à référence spatiale, on va
créer des objets spatiaux et on va pouvoir venir gérer ces objets spatiaux-là, voire créer de l'indexation spatiale pour pouvoir, par exemple, améliorer nos vitesses de calcul et regarder quelles sont les relations spatiales entre ces différents objets-là. Donc, par exemple, dans une base de données relationnelle conventionnelle, on va pouvoir réaliser des jointures à partir de nos clés d'identification primaires, alors que dans une base de données à relation spatiale, je vais pouvoir créer une jointure entre mes lignes, non pas basée sur les clés d'identification primaires, mais bel et bien sur les relations spatiales entre mes objets. Donc, par exemple, si j'ai une ligne qui intersecte un polygone, ben, je peux venir créer une jointure qui va faire en sorte que je vais joindre les éléments lorsqu'ils sont en intersection. Donc, je vais pouvoir me créer une ligne de mes deux tables basée sur la relation entre ma ligne et mon polygone. Donc, PostgreSQL de base est une base de données relationnelle. Pour rendre PostgreSQL compatible avec les Spatial Data Types, on se doit d'installer l'extension PostGIS. Okay? Donc, c'est l'extension PostGIS qui permet de transformer PostgreSQL en base de données à référence spatiale. En plus de permettre le stockage d'objets géographiques et géométriques, PostGIS permet la manipulation de ces objets grâce au SQL spatial. Donc, en fait, dans la base de données relationnelle, lorsqu'on tombe en spatial, on vient rajouter une couche de SQL complémentaire qui va venir nous permettre d'utiliser des fonctions spatiales. Donc, on va pouvoir faire des queries à partir de nouvelles fonctionnalités. Donc, ce qui est très important lorsqu'on va vouloir créer une base de données à référence spatiale, c'est la partie Create Extension PostGIS. OK? C'est cet élément-là, en fait, qui va nous permettre de faire le switch vers une base de données relationnelle, d'une base de données relationnelle vers une base de données relationnelle spatiale. OK? Donc, évidemment, il faut que l'extension soit déjà installée. Donc, lorsqu'on installe notre Postgres, on veut cocher la petite section qui dit installer également PostGIS. Mais lorsqu'on crée une base de données dans PostgreSQL, elle n'est pas par défaut spatiale. Donc, il va falloir venir mettre cette petite ligne de code-là qui va nous permettre de générer une base de données spatiale. Donc, c'est bien beau avoir une base de données à référence spatiale, mais comment est-ce que je peux importer mes données spatiales, en fait? Donc, dans le cadre de mon hackathon, je récupère de l'information sur Données Québec. C'est de l'information spatiale. Comment est-ce que je peux la stocker dans ma base de données à référence spatiale? Ben, la première chose que vous pouvez utiliser, c'est un système d'information géographique comme QGIS. OK, donc, vous allez venir créer votre connexion vers votre base de données à référence spatiale dans QGIS. Et QGIS va vous donner une interface qui permet de prendre vos données et de les envoyer dans votre base de données à référence spatiale. OK? Ce qui est très intéressant, c'est que PostGIS et QGIS sont tous les deux des projets qui sont chapeautés par
l'Open Geospatial Consortium, donc l'OGC. Et donc, ce sont des projets qui évoluent en parallèle. OK? Donc, les gens qui travaillent sur PostGIS sont très conscients de l'usage que les gens en font dans QGIS et vice-versa. Donc, ce sont des outils qui sont faits pour être compatibles. OK? Donc, ici, je vous présente la façon rapide de venir donc configurer dans QGIS votre connexion à votre base de données. OK? Donc, en fait, vous venez tout simplement ici là, dans votre explorateur et vous venez créer votre connexion à votre PostGIS. OK? Avec vos, évidemment, votre hôte, votre port, votre configuration SSL et également votre user, base de données, mot de passe. Donc, ici, j'ai injecté une couche de points et je vous présente, dans le fond, comment on peut, tout simplement, dans notre outil d'importation, donc, venir sélectionner comment je peux importer mes données dans mon PostGIS à partir de QGIS. Donc, vous voyez rapidement ici, je suis capable de prendre ce qui est dans mon interface et de venir le pousser dans ma base de données à référence spatiale. Okay. Également, donc, vous avez d'autres options. Si, par exemple, votre application doit recevoir de la donnée à partir de votre interface web, il existe différentes librairies en ligne de commande là, que vous pourriez utiliser. Donc, par exemple, vous recevez le fichier côté serveur et vous pouvez lancer, par exemple, ces éléments-là en ligne de commande pour pouvoir venir peupler votre base de données à partir des fichiers qui sont envoyés du client. Donc, le premier que je vous présente ici, c'est Shape2PGSQL. OK, qui est un outil qui est installé en fait de base par PostGIS. Mais l'enjeu qu'on a en fait, c'est qu'il ne prend que les shapefiles. Donc, c'est un peu limité. Surtout que les shapefiles, c'est pas un standard qui est super user-friendly pour le web, étant donné que ça se décline en plusieurs fichiers. Donc, par exemple, pour un shapefile, je peux avoir 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 14 fichiers là, associés pour un seul fichier, en fait, là, pour une seule géométrie. L'autre outil qui est en fait plus intéressant, mais peut-être un petit peu plus compliqué à utiliser, en fait, c'est l'outil OGR, ToOGR. En fait, c'est un outil qui fait partie de la librairie GEDAL. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est une librairie qui permet la conversion, grosso modo, des formats spatials. Okay? Donc, vous pouvez utiliser OGR, ToOGR pour faire une importation vers PostgreSQL, PostGIS. Également, si vous, de votre côté, par exemple, vous dites « je reçois des données de type float », OK? Donc, je vais recevoir des coordonnées, mais qui sont sous une forme numérique. OK? Par exemple, je ne sais pas, moi, vous créez un clicker sur votre carte qui va récupérer la coordonnée. Cette information-là, ce n'est pas une information spatiale. Donc, je vais avoir deux coordonnées qui, oui, font référence à une coordonnée dans un système X, mais si je veux pouvoir utiliser les relations spatiales avec ces données-là, je dois faire une transition, donc ne pas stocker mes coordonnées en format numérique, mais bel et bien en format géographique ou géométrique. Donc, je peux, avec SQL, convertir ici, par exemple, vous voyez, j'ai mis
des coordonnées, je lui pousse mon système de référence et donc je suis en mesure de venir créer une géométrie à partir de tout simplement une coordonnée, donc un X et un Y. Donc ici, en fait, c'est la différence entre les deux ici, c'est qu'ici, j'ai uniquement les coordonnées et ici, je reçois un standard qui s'appelle un WKT, OK, donc qui est un standard well-known text, qui est un standard géométrique. Donc, en fait, ici, je n'ai pas la possibilité de savoir que ces coordonnées-là font référence à un point, alors que ici, lorsque je le reçois en WKT, j'ai la possibilité de savoir que ça fait référence à un point. OK? Donc, vous pouvez aller voir en ligne là, le standard WKT là, si vous voulez l'utiliser pour créer vos géométries. OK. Donc, maintenant, on a vu comment PostgreSQL PostGIS nous permettait de stocker notre information. Maintenant, on va aller voir comment est-ce qu'on peut fournir cette information-là grâce à un serveur de tuiles. Donc, comme je vous disais auparavant, excusez-moi, les jeux de données géospatiales étant souvent excessivement lourds, c'est impératif de les subdiviser, OK? Afin de ne renvoyer que l'information nécessaire vers le front-end. Pour ce faire, les données sont divisées en tuiles de toujours plus petite amplitude et plus grande résolution en fonction du niveau de zoom. Donc, ainsi, quand on va être, par exemple, à l'échelle de la Terre entière, ben, les données vont être très peu définies, mais couvriront l'entièreté de la planète. Alors qu'à l'échelle d'une ville, ben, on va juste recevoir le carré qui couvre la ville, mais on va avoir beaucoup de résolution. Okay? Donc, on va avoir soit des vecteurs qui vont avoir beaucoup de vertex ou des matrices qui vont avoir des pixels de très faible amplitude, là, donc de très faible excusez-moi, résolution spatiale. Okay? Donc, qu'est-ce que c'est que le serveur de tuiles Martin? Martin, c'est un serveur de tuiles en fait, qui permet de rendre disponibles des données géospatiales, vectorielles et matricielles. C'est un outil qui est super lightweight et qui permet de se connecter à PostGIS pour générer ce qu'on appelle des MVT, des Mapbox Vector Tile, donc des tuiles vectorielles. OK? Qu'il va en fait servir sous la forme de protobuf. Et il peut également se connecter à des fichiers MBTiles ou des PMTiles afin de rendre disponibles des fichiers en format matriciel. Okay? Donc, on va voir ça plus en détail tout à l'heure lors de la démonstration. Finalement, on va parler de MapLibreGLJS. Donc, MapLibreGLJS, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est notre API cartographique front-end. Donc, c'est ce qui va permettre de consommer l'information là, qui nous est transférée via le serveur de tuiles. OK? Donc, MapLibGLJS, c'est un projet de librairie de cartographie web qui découle de Mapbox GLJS. Donc, en fait, grosso modo, Mapbox GLJS était un projet initialement open source et éventuellement, les gens de Mapbox ont décidé de rendre le projet propriétaire. Donc, juste avant, il y a un fork qui a été fait et qui nous a donné MapLibGLJS. Donc, MapLibGLJS est un projet toujours open source. Là. Donc, grosso modo, c'est une librairie qui permet de créer des cartographies et de consommer des données directement dans le browser, dans le navigateur. Si jamais vous en avez besoin, quelques ressources documentaires. Donc, on va voir un petit peu là, comment faire une carte tout à l'heure, mais vous pouvez utiliser donc des base maps
Donc, il y a OpenMapTiles qui existe, MapTiler qui est en fait MapTiler qui est les gens qui supportent le projet Martin. OK? Pour la gestion des styles, on va pouvoir le voir, mais dans le fond, Maputnik, GeoStyler, MapTiler, encore une fois, DeckGL qui permet de faire des visualisations encore un peu plus complexes. Donc, c'est des choses là, que je vous laisserai explorer, mais qui éventuellement peuvent vous servir dans vos projets. Également, en termes de processing, donc GeoLibre, Turf.js, GDAL3.js, donc qui vous permettent, par exemple, de front-end réaliser des manipulations spatiales. Un exemple très concret de ça, vous voulez réaliser un store locator, par exemple, donc savoir quel est c'est pas moi, le point le plus proche de ma position actuelle. Et vous pourriez, par exemple, récupérer la position de l'utilisateur et grâce à TurfJS et à l'algorithme Nearest, vous pourriez être en mesure de dire ben, la microbrasserie la plus proche de chez vous, c'est telle microbrasserie et elle se situe à tant de kilomètres de chez vous à vol d'oiseau. Okay, donc, un exemple là, de processing spatial qu'on peut réaliser front-end. Également, si vous créez une application cartographique, il est fort probable que vous ayez l'envie de mettre un géocodeur, donc que vous vouliez, par exemple, qu'une personne puisse chercher une adresse et que ça lui retourne la position géographique. Donc, il y a 2 projets open source qui sont disponibles en ligne, Nominatim et Komoot Photon, donc qui permettent de rentrer une adresse et elles vont vous retourner, dans le fond, la coordonnée XY associée à l'adresse. Et ici, je vous ai mis, dans le fond, la liste des plugins là, disponibles pour MapLibre. Donc, éventuellement, peut-être que vous allez avoir besoin, je ne sais pas moi, d'ajouter un outil de dessin à votre cartographie, ajouter un outil qui permet, par exemple, d'avoir l'élévation sur une carte ou des choses comme ça. Donc, il y a une série là, de plugins qui sont disponibles sur le site de MapLibre. Vous pouvez aller les voir. Donc, on va maintenant passer à la partie plus, disons, technique démonstration. Donc, en fait, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va juste rapidement créer un petit projet là, de SigWeb. Donc, dans lequel on va tout simplement importer une couche de données dans notre serveur de base de données. On va lancer notre serveur Martin pour voir comment le configurer et comment on peut aller chercher notre information. Et ensuite de ça, on va voir comment est-ce qu'on peut consommer notre tuile qui a été générée à partir de Martin directement dans notre interface cartographique MapLibre. Donc, on va sortir d'ici. Donc, la première étape qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va venir ouvrir notre QGIS. Donc, si vous voulez télécharger QGIS, c'est au qgis.org. Le logiciel est gratuit. Il y a de nombreuses releases. Donc, il y a toujours, dans le fond, une release stable et dépendamment de ce que vous préférez. Là, évidemment, le latest a plus de fonctionnalités, mais il peut y avoir des bugs. Donc, vous pouvez tout simplement venir télécharger votre QGIS ici. Pour ce qui est de PostgreSQL, vous avez probablement déjà une option, le serveur qui peut héberger Postgres, mais sinon, vous pouvez venir donc le télécharger ici. Très important, dans le fond, quand vient le temps d'installer PostgreSQL, il faut cocher l'extension PostGIS là, pour pouvoir éventuellement l'activer. OK? Donc, une fois qu'on a installé notre
PostgreSQL et QGIS, on peut tout simplement venir dans notre projet QGIS. Donc, ici, vous voyez, je suis dans mon environnement de système d'information géographique QGIS. Lorsque vous allez ouvrir une première instance de QGIS, ça ressemblera probablement pas à ça, étant donné que vous n'avez pas de projet actif actuellement. Puis également, QGIS a une panoplie d'extensions que vous pouvez installer et activer. Donc, probablement là, que vous n'aurez pas d'extension comme moi j'ai dans mon interface. Donc, pour commencer, ce que je vais devoir faire ici, c'est de venir me créer une base de données, en fait, PostGIS. Lorsque vous installez PostGIS, vous allez avoir la possibilité d'utiliser un client de base de données qui s'appelle pgadmin. Donc, vous pouvez venir utiliser pgadmin pour aller créer votre base de données là, dans PostgreSQL PostGIS, ce qu'on va faire à l'instant. Ce sera pas bien long. Donc, ici, j'ai mon serveur local. Et ici, j'ai mes databases. Je vais venir me créer, en fait, une nouvelle database. OK. Donc, hop. On va appeler ça ACQC. Et je vais tout simplement faire Save. Donc, j'ai maintenant ma nouvelle base de données ACQC qui est disponible ici. Je vais pouvoir ici, avec mon Query Tool, venir lancer PostGIS. OK, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir ici faire Create Extension PostGIS. OK, donc c'est important en fait ici qu'on soit sur, évidemment, à Québec. On lance Create Extension PostGIS et on peut tout simplement lancer ce query-là ici. Et là, vous voyez ici que ça me dit que ça a bien fonctionné. Et pour vérifier si vous avez bel et bien roulé PostGIS, si vous venez ici dans vos schémas, dans Public, vous allez voir que désormais, vous avez une nouvelle table qui s'appelle Spatial Ref 6. Cette table-là, en fait, c'est une table qui possède tout simplement en fait, qui vient stocker les différents systèmes de coordonnées, les systèmes à référence spatiale. Okay? Donc, vous voyez ici, j'ai mes codes SRID là, que je vais pouvoir utiliser dans mes queries spatiaux. OK? Donc, une fois que ça c'est fait, j'ai maintenant une base de données à référence spatiale. Je vais pouvoir venir la connecter dans mon QGIS. Donc, pour ce faire, je vais venir dans QGIS ici. Et dans PostGIS ici, je vais pouvoir venir faire une nouvelle connexion. Et là, je vais pouvoir donner un nom à cette connexion-là. Donc, par exemple, ici, on pourrait l'appeler AC Québec. Service, je ne suis pas obligé de renseigner ça. Ici, mon hôte, je vais être en localhost. Mon port par défaut, c'est toujours le 5432. Et ici, je vais devoir venir lui donner le nom de ma base de données. Donc, dans mon cas ici, c'est AC Québec. Donc, ici, ACQC. Puisque je suis en local, j'ai mon SSL mode est désactivé. Et ici, je vais tout simplement venir rentrer les noms d'utilisateurs et mots de passe associés à ma base de données. Donc, dans mon cas, moi, je vais utiliser
l'utilisateur par défaut, mais vous pouvez évidemment créer là, des utilisateurs précis là, dans PostgreSQL. Donc, si par exemple, vous voulez créer un admin, mais qui n'est pas l'admin par défaut, ben, vous pouvez le faire là, dans PostgreSQL. Donc, une fois que j'ai lancé mes éléments ici, là, ce que je peux faire, c'est que je peux... Bon, ici, vous pouvez stocker votre mot de passe et votre utilisateur. Dans le fond, ils vous disent ici que ben, faire attention, les informations sont stockées en clair. Donc, si c'est délicat, ne pas les stocker. Là. Bon, évidemment, moi, présentement, je suis sur ma base de données locale, donc ça ne me dérange pas vraiment. Et ici, je peux venir cliquer sur tester la connexion. OK. Et la connexion a échoué. Je vais juste vérifier. Ah. J'ai rentré sur les yes. Donc, tester la connexion. Et là, vous voyez ma connexion à Québec est bel et bien réussie. J'ai créé ma configuration. Donc, je peux maintenant faire OK. Et maintenant, je vais avoir dans mes connexions PostGIS ici un nouvel élément qui s'appelle Hack Québec qui me permet de venir sélectionner des données spatiales. OK? Donc, maintenant, imaginons que j'ai téléchargé un jeu de données sous format GeoJSON sur mon ordinateur et que je veux l'injecter dans ma base de données à référence spatiale. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir ici, là, QGIS permet le drag and drop. Donc ici, j'ai un fichier qui est les gares de train de la ville de Montréal. OK? Donc, vous voyez que j'ai un fichier de points qui représente donc les différentes gares de train de la ville de Montréal. Et ce que je veux faire, c'est prendre cet élément-là et venir le stocker dans ma base de données à Québec. Donc, pour ce faire, dans le haut ici, j'ai un élément qui s'appelle base de données, gestionnaire de base de données. Cet élément-là ici va me permettre de venir sélectionner la base de données à laquelle je veux ajouter un élément. Donc, par exemple, ici, ce serait à Québec. Je peux venir sélectionner mon schema. Donc, évidemment, moi, dans mon cas, moi, j'ai juste public. Mais si jamais j'avais créé des schémas complémentaires, ben, je pourrais venir les sélectionner. Donc. Et ici, je vais venir cliquer sur le bouton « Importer la couche ». Donc, par défaut ici, on me dit « Est-ce que vous voulez importer la couche gare de train? » Oui, c'est la couche que je veux intégrer. Ici, je peux venir renommer ma couche. Donc, par exemple, je pourrais venir dire tout simplement gare comme nom de la table. OK? Ici, dans le fond, on me demande à quoi correspond ma clé primaire et ma colonne de géométrie. Donc, par défaut, les colonnes de géométrie sont appelées geom dans PostGIS. Donc, je vais laisser ça comme ça. Ici, on me demande quelle est ma source en entrée et ma source en sortie pour mon système d'information, mon système de référence spatiale. Donc ici, je suis en 4326 WGS 84. Ça me convient. Je peux venir jouer avec l'encodage. Et ici, très important, donc en SQL, habituellement, on essaie d'avoir des champs de colonnes qui sont en minuscules. Donc, mais les shapefiles ou les GeoJSON peuvent avoir, par exemple, des majuscules. Donc, on vient cocher « Convertir les noms de champs en minuscules ». Et ici, on peut venir créer un index spatial, donc qui nous permet de, si jamais on a des calculs à faire en SQL spatial, d'améliorer la vitesse des calculs. OK? Donc, ici, on fait créer un index spatial. Je fais
OK sur ça ici. Et là, vous voyez ici, dans le fond, ça me dit que mon importation a été réussie. Si je ferme ça, je peux venir voir ici que j'ai bel et bien un élément qui s'appelle gare qui apparaît maintenant dans ma base de données. Et si par exemple, je viens cacher ça et que je viens ajouter mon élément gare, ben, vous voyez que c'est bel et bien mes données qui ont été ajoutées à la base de données. Donc, j'ai désormais une couche d'information spatiale qui est disponible dans mon PostGIS. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir utiliser cette couche-là et venir créer une tuile vectorielle à partir de ma table. Okay? Donc, pour faire ça, je vais aller télécharger Martin. Donc, si vous voulez utiliser Martin, donc ici, vous voyez, vous avez donc la page de Martin et vous pouvez aller dans la documentation, installation. Donc, Martin est un logiciel qui est développé avec Rust. Donc, si vous avez Cargo, vous pouvez l'utiliser. Sinon, il y a des distributions binaires pour Windows, macOS, Linux qui sont disponibles. Donc, par exemple, moi, je roule sur Windows. Je pourrais venir sélectionner ça ici et télécharger Martin. Il y a également des images Docker là, qui sont disponibles là, si vous voulez déployer sur un serveur là, à partir d'une image Docker. Donc, une fois que j'ai téléchargé Martin, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir venir le configurer. OK? Donc, ici, j'ai mon élément Martin et ici, j'ai créé tout simplement une config YAML, OK, que je vais pouvoir, en fait, c'est config.yaml ici. Et grosso modo, ce que je viens faire, c'est qu'ici, je peux venir lui passer un connection string, OK, qui va référer à ma base de données PostgreSQL. OK, donc, grosso modo, ici, je vais tout simplement venir changer donc le nom ici pour venir mettre le nom de Hack Québec, qui est le nom de ma base de données, donc HackQC. Et ici, je lui passe mon user et je vais lui passer mon password. Donc, évidemment, là, ce n'est pas le password de ma base de données, mais je vais venir le changer immédiatement. Et une fois que c'est fait, ben, je peux tout simplement enregistrer mon YAML. Et dans le fond, mon serveur Martin va maintenant savoir à quoi il fait référence. OK, donc où est-ce qu'il doit aller chercher l'information. Par défaut, Martin, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller scanner toute notre base de données PostgreSQL et il va créer un endpoint de Mapbox Vector Tiles pour chaque élément qui va avoir une colonne géométrie. OK? Donc, grosso modo, dès que vous avez une géométrie dans votre base de données PostgreSQL, vous allez avoir un endpoint là, qui va permettre de consommer cette géométrie-là. Maintenant, vous avez la possibilité là, de venir fine-tuner votre connexion à votre PostgreSQL là, dans les configurations de YAML. Grosso modo, là, je vous laisserai voir la documentation là, sur Martin ici, mais vous pouvez venir donc ici là, configurer de façon plus précise là, votre connexion à PostgreSQL. Là. OK. Donc, une fois que j'ai configuré mon serveur Martin, je vais me rendre dans mon command prompt et ici, je vais tout simplement
lancer mon serveur. Hop. Ici, je vais tout simplement faire Martin. Ouais. EXE. Et je dois lui passer. Je dois lui passer la configuration. Donc, si je me rappelle bien, c'est config. Et donc ici, j'ai mon serveur Martin qui est désormais parti. Par défaut ici, il me crée un lien sur le port 3000 avec un masque là. En fait, ça ici, ça va être le serveur local. Donc, je vais tout simplement venir sélectionner ça ici. Et hop. Et vous voyez maintenant que j'ai une tuile qui s'appelle Gare publique Géom. Et donc, si je veux accéder à cette tuile-là ici, ben, où est-ce que j'ai catalogue ici? Je vais tout simplement venir le changer pour gare. Et désormais, j'ai l'information sur ma tuile. Donc, pour accéder à la donnée en tant que telle, c'est cet élément-là ici, c'est cet élément-là, tile, que je vais devoir utiliser. OK? Donc, maintenant que j'ai mon serveur de tuiles vectoriel qui est en marche, je vais pouvoir aller travailler dans mon front-end. Et donc, ici, je me suis parti un petit démo en Vue.js, qui est mon framework de prédilection, mais grosso modo, vous pourriez utiliser là, autant React, Angular ou tout simplement du JavaScript vanille. OK? Donc, maintenant, si je veux créer une carte interactive avec MapLibre, donc je vais aller sur le site de MapLibre. Hop, je suis sur mon MapLibre ici et j'ai MapLibre GLJS, donc une librairie. Je vais aller sur le GitHub. Et ici, dans le fond, par défaut, vous voyez, on m'offre des CDN là, qui peuvent me permettre de venir injecter le code là, en JavaScript et le code en CSS. Donc, je pourrais tout simplement injecter ces éléments, ces deux éléments-là. Mais vu que je travaille avec Vue, donc moi, je vais y aller avec NPM. Donc, je vais chercher MapLibre. Et donc, je vais venir sélectionner ça ici et je vais venir le passer dans ma console ici. Donc, terminal. Donc, il va m'installer là, dans mes Node modules maintenant MapLibre. Maintenant, si je viens dans mon module, donc je vais venir travailler là, dans mon Hello World et je vais venir y configurer une cartographie interactive. Donc, je vais tout simplement venir ici faire import. Donc, import map libre GL from map libre GL ici. Et donc, maintenant, j'ai mon élément map libre. Et pour créer une première carte, je vais tout simplement venir copier-coller mon map libre ici. Et là, regardez bien, ce que je vais faire, c'est que
pour avoir, dans le fond, une carte, je me dois d'avoir ici un élément en HTML avec le ID. Donc là, dans ce cas-ci, je mets un ID map qui va venir être référé par le container ici. Donc, je vais copier ça ici. Je vais venir le mettre dans mon élément ici. Et ici, je vais venir sélectionner mon code. Et puisque je suis en Vue.js, je vais venir tout simplement le mettre dans Mounted pour lui dire que lorsque la page est prête, de le générer. Comme ça ici. Je vais me créer un élément data ici dans lequel je vais venir stocker ma carte. Donc, ici, je vais faire map. Pour l'instant, je le mets nul. Et lorsque mon application est prête, je lui passe mon objet map. Donc, virgule ici. Hop. Donc, maintenant, j'ai ma carte, mais vous voyez que j'ai un élément ici, maplib, qui n'apparaît pas. Qui n'apparaît pas au bon endroit dans la carte. C'est normal, en fait. C'est tout simplement parce que je n'ai pas importé mon CSS. Donc, c'est important, dans le fond, avec Maplib, ce n'est pas uniquement d'importer le JavaScript, mais c'est également importer le CSS. OK, donc, on va aller voir pour importer le CSS. Donc, ici. Juste un petit instant, je vais voir où est-ce que je l'importe. Ce ne sera pas bien long. Je fais simplifier. Parfait. Fait que je vais venir le copier ici. Dans mon style, je vais enlever le scope. Et je vais pouvoir utiliser maintenant. Et maintenant, ma carte devrait apparaître là, avec mon élément Maplib. Donc, maintenant, ici, vous voyez, par défaut, là, quand j'arrive, je suis un petit peu trop zoomé, je ne vois pas grand-chose. Je peux venir jouer, en fait, avec le niveau de zoom et avec le point central de ma carte directement ici. Donc, vous voyez ici, je peux lui demander mon point central et je peux lui donner mon niveau de zoom. Donc, ici, par exemple, je voudrais réduire mon niveau de zoom, le mettre à 5, par exemple. Et vous allez voir que, hop, j'ai dézoomé. Je pourrais encore réduire mon niveau de zoom. Par exemple, le mettre à 2. Et là, vous voyez, je serais probablement proche de voir toute la carte. Ouais. Donc, vous voyez, là, je suis à l'échelle du continent. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir ajouter notre nouvelle, notre gare, en fait, à notre carte. OK? Donc, pour venir ajouter notre gare, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser mon objet de cartographie ici. Hop. Et je vais venir utiliser la fonction ajouter une source, donc add source.
Donc, long. Donc, simplement add source ici. Et donc, ici, ce que je dois faire, c'est que je dois venir lui passer un nom. OK? Donc, je dois venir ajouter un nom à ma source. Donc, on va venir l'appeler gare ici. Et par la suite, je vais venir lui passer un objet, OK? Dans lequel je vais venir lui dire que mon type de source, c'est un type vectoriel, donc vecteur ici. Dans mon URL ici, je vais tout simplement venir récupérer l'URL de mon élément ici. Donc, vous voyez avec le X, le Y et le Z. Donc, je viens ici tout simplement récupérer cette URL-là. Et je vais venir la passer ici en format de texte. Ensuite de ça, je peux ajouter dans le fond le nom de... non, excusez-moi, ici, je vous ai mis l'URL, mais c'est le tiles. L'URL, en fait, ça constitue... c'est l'URL de gare ici. Et donc, après ça, je peux venir lui mettre des zooms minimum. Donc, à partir de quand est-ce que j'enlève la couche ou à partir de quand est-ce que je l'ajoute. OK? Donc, ici, je pourrais venir mettre zoom minimum, zoom maximum. Et une fois que j'ai ajouté mon add source, là, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir venir ajouter cet élément-là sur la carte sous la forme d'une couche. OK, donc sous la forme d'un layer. OK, donc une fois que j'ai ajouté ma source à la carte, donc lorsque j'ajoute la source à la carte, ce que ça fait, c'est que ça me crée dans le fond un nouveau jeu de données, mais ça ne va pas l'afficher sur la carte. Pour l'afficher sur la carte, je dois utiliser add layer. OK? Donc, ici, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tout simplement faire this map. Et je vais venir utiliser la fonction add layer. Et à l'intérieur de add layer, je vais lui passer un objet qui va avoir un ID. OK? Donc, on peut lui donner le ID gare layer, par exemple. Ensuite de ça, on va venir lui passer le nom de la source qu'on veut styler. OK? Donc, dans ce cas-ci, ce serait gare. Encore une fois, ici, on peut ajouter un zoom minimum et un zoom maximum. Et on peut également venir lui passer on peut dire si on veut que ce soit visible ou non visible. Maintenant, ce que je dois venir faire ici, c'est que je dois venir lui indiquer de quel type il s'agit. Donc, s'il s'agit d'un polygone, de points ou de lignes. OK? Donc, ici, par exemple, je vais venir utiliser circle. OK? Donc, qui va venir afficher sous la forme de points. Et ensuite de ça, on va venir lui passer un paint. OK? Qui, en fait, va constituer un objet, en fait, qui détermine le style de l'élément. OK? Donc, je vais juste aller récupérer un style.
Donc, ici. Donc, ici, je vais tout simplement venir lui passer, grosso modo, la couleur de mon trait à l'extérieur de mon cercle, la grosseur du trait. Et ici, je vais venir lui passer la couleur de mon point. Donc, par exemple, si je veux un point en rouge, je vais venir lui passer FF00. Et donc, j'enregistre ça ici. Et si je roule ça ici, ma couche ne devrait normalement pas apparaître. Exact. Donc, en fait, ici, ce qui se produit, c'est que j'ajoute une couche sur une cartographie qui n'a pas terminé d'être loadée. Donc, pour s'assurer que ça ne se produise pas, je vais tout simplement ici venir mettre this map. Et dans le fond, map libre nous donne un élément qui nous permet de venir gérer des événements. OK, donc une fonction d'événement. Et ici, dans le fond, on va mettre this map on load. Et on peut venir passer un callback. Ça. Et je vais venir tout simplement mettre cet élément-là à l'intérieur de mon onload. Et maintenant, si tout se passe bien, ça devrait rafraîchir. Et si je me dirige vers Montréal, je vois pas mes points présentement. On va aller voir ce qui se passe. Venir augmenter ça un petit peu pour mieux voir. Ici, je regarde ça à nouveau. Gar layer must specify a source layer. Donc, ouais, il y a un paramètre complémentaire à ajouter ici. Il s'appelle source layer. Et en fait, ça va être tout simplement l'élément de notre configuration ici qui s'appelle gar. Je vais venir ajouter. Ici. Et voilà. Et normalement, ça devrait fonctionner. On va aller voir qu'est-ce que ça nous donne. Et voilà, on a maintenant nos points avec notre nos différentes gares de l'île de Montréal qui apparaissent sur notre carte. Donc,
là, vous voyez, par défaut, ici, j'ai utilisé ce qui était là, contenu dans le style de map libre. Par contre, si vous voulez avoir accès à un fond de carte là, qui a peut-être un peu plus de look, vous pouvez utiliser MapTiler qui offre un freemium sur l'utilisation de leur couche. Et donc, vous pouvez aller chercher, par exemple, dans leur cloud ici. Et ils ont là différents types de fonds de carte. Donc, par exemple, si je veux aller chercher le basic ici, ben, je peux venir tout simplement copier leur style de fond. OK? Donc, je clique sur ça ici et je peux tout simplement venir le passer à ma carte. Donc, vous voyez ici mon style par défaut. Hop, je viens le changer. Je mets le style qui est proposé par MapTiler. Et maintenant, quand je me reconnecte à ma carte, hop, ben, j'ai désormais une carte qui est basée sur leur style. Et donc, quand je zoome, je vois apparaître mes éléments sur la ville de Montréal. Donc, ça ferait le tour pour la démonstration. Est-ce qu'il y a des questions? Félix, comment on procède habituellement à ce stade-ci? On commence par te remercier, Charles, pour les précieuses informations que tu nous as partagées. Pour les questions, le mieux, c'est de pouvoir peut-être les prendre directement sur Discord s'il y en a. Comme ça, tu vas pouvoir prendre le temps d'y répondre individuellement selon ta disponibilité. Il y a un canal qui est dédié à la géomatique, donc je pense que ça peut être utile de les adresser là pour que tous et toutes puissent en bénéficier. À moins que tu aies quelque chose à rajouter, ce serait la fin de notre rassemblement aujourd'hui. Alors, un mot de la fin pour toi, Charles? En tout cas, j'espère que ça a été utile pour tout le monde. Et puis, on a passé ensemble, évidemment, là, peu de temps là, sur tout ce qui est possible de faire avec la géomatique. Les outils que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est des outils qui sont de calibre vraiment professionnel et même plus que moderne. Donc, n'hésitez pas à aller voir la documentation. C'est super bien documenté, c'est super intéressant et bonne chance dans le développement de vos projets avec la géomatique. Fantastique. Excellent mot de la fin. Alors, tu as tout dit. On te remercie. Et puis, si jamais il y a des questions, la même cassette que je vous joue depuis le début, posez-la sur Discord. Ça va faire plaisir à toute l'équipe comité organisateur de vous répondre et peut-être Charles selon sa disponibilité. Merci à tous. Bonne fin de journée.